Imaginez que vous pointez le télescope le plus puissant de l'humanité vers le vide absolu. Là où, selon les scientifiques, il n'y avait absolument rien. Et soudain, ce vide commence à répondre. Des milliers de galaxies, certaines plus vieilles que la Terre de milliards d'années. Et puis un nouveau télescope arrive et découvre des objets encore plus étranges. Beaucoup trop lumineux, beaucoup trop massifs, apparus beaucoup trop tôt pour exister tout court. Et là, une question surgit, empêchant les scientifiques de dormir paisiblement jusqu'à aujourd'hui. Comprenons-nous mal l'univers? Ou bien l'univers se comporte-t-il d'une manière qu'il ne devrait pas? Au milieu des années 90, le chercheur spatial Robert Williams avait l'intention de faire, selon ses collègues, un geste très imprudent. Il voulait pointer le télescope Hubble pendant 100 heures vers une partie de l'univers où il n'y avait aucun objet notable. Pour les autres astronomes, cela semblait être un gaspillage irrationnel de ressources et de temps pour un appareil de recherche aussi précieux. Cependant, Robert Williams a fait à sa guise. Il était directeur de l'institut scientifique et pouvait librement disposer de 10% du temps d'observation du télescope. Le chercheur a promis que s'il ne trouvait rien d'intéressant dans cette zone, il quitterait son poste. Ainsi, du 18 au 28 décembre 1995, le télescope Hubble a commencé à observer la région près de la Grande Ourse. Cela ne représente qu'un 30e de la largeur du satellite de la Terre. Au final, nous avons obtenu 342 images de cette zone. Il s'est avéré qu'il y avait un nombre énorme de galaxies dans cette région. Leur nombre atteignait 3000, l'âge de certaines atteignait 12 milliards d'années. On a observé des galaxies de toutes sortes. Des elliptiques, des spirales, des bleus, des oranges, des rouges, des jaunes. La photo avec toutes ces galaxies variées a été appelée le champ profond de Hubble. Cette découverte a été un véritable miracle. Hubble. Ce n'était pas la fin. Les recherches ont continué. Les scientifiques voulaient plus de données sur cette région. Et près de 30 ans plus tard, le télescope James Webb s'est chargé d'accomplir cette mission. La première partie de la mission de James Webb a commencé au milieu de 2022. Pendant longtemps, l'appareil s'est consacré à la recherche de galaxies dans l'univers primitif sur des fragments isolés de l'immense cosmos. Les scientifiques s'attendaient à obtenir des images des variations du champ profond de Hubble, et personne ne s'attendait à ce qu'ils puissent trouver quelque chose d'extraordinaire cette fois-ci. Cependant, le résultat a dépassé toutes les attentes. Les chercheurs ont immédiatement détecté des galaxies qui sont apparues seulement 200 millions d'années après le Big Bang. On pouvait affirmer sans hésiter que le télescope James Webb avait levé le voile sur une période encore peu explorée du développement de l'univers. Néanmoins, ces galaxies présentaient des particularités dont les scientifiques ne se doutaient pas. La luminosité de ces objets était très élevée. Elle contenait une quantité d'étoiles équivalente à des milliards de masses solaires. Des galaxies d'une taille aussi énorme ne correspondent pas à l'idée que nous nous faisons selon le modèle standard de l'évolution de l'univers. Les scientifiques ont-ils fait des erreurs à l'époque? Ou bien existe-t-il une autre explication à ce qu'a découvert James Webb? Et surtout, les données découvertes ne réfutent-elles pas la théorie du Big Bang? Et pour que nous ayons une compréhension complète de la situation, approfondissons les théories antérieures sur la façon dont l'univers s'est formé. Au cours de la première seconde après le Big Bang, les 4 forces fondamentales se sont séparées les unes des autres. Il s'agit de la gravitation, de l'électromagnétisme, ainsi que de l'interaction nucléaire forte et faible. À cette époque, l'univers était un mélange chaud de particules primaires. Après cela, au cours des 3 minutes suivantes, la température de l'espace a diminué et l'expansion a eu lieu. C'est alors que se sont formés les noyaux d'hélium ainsi que d'autres éléments suffisamment légers. 400 000 ans plus tard, l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les premiers atomes puissent se former. L'apparition des premières étoiles a eu lieu 150 millions d'années plus tard. Il s'agissait d'étoiles gigantesques que nous appelons étoiles de population 3. В их составе преимущественно гелий et de l'hydrogène. Autour de ces étoiles, des amas de gaz et les premières protogalaxies se sont formées. Elles touchaient la matière noire.
Grâce à l'influence gravitationnelle, ces galaxies fusionnaient en un seul ensemble et donnaient naissance à des galaxies plus grandes. Tout cela s'est produit sur environ 1 milliard d'années. Comme nous l'avons déjà mentionné, les données obtenues par James Webb remettent en question cette version. Les scientifiques affirment que nous aurions détecté un grand nombre de fragments de protogalaxies qui ne se sont pas encore fusionnés entre eux. Cependant, nous observons des objets que l'on peut considérer comme de grandes galaxies. Nous classons GLZ 13 parmi ces galaxies. Son décalage vers le rouge est de 13,1. Le décalage vers le rouge est un paramètre qui nous permet de déterminer à quel point l'univers s'est étendu. Plus le décalage vers le rouge est important, plus la vitesse à laquelle l'objet s'éloigne de nous est élevée. Nous avons très rarement détecté des galaxies avec un décalage vers le rouge supérieur à 11. Le télescope Hubble, lors de ses observations, en a trouvé une. Avec James Webb, c'est une autre histoire. Étant donné qu'il s'agit d'un observatoire infrarouge, l'appareil peut explorer des régions plus lointaines de l'espace. En observant l'indice de décalage vers le rouge de GLZ 13, on constate que la galaxie est née dans les 300 premiers millions d'années après la formation de l'univers. Au départ, le décalage vers le rouge a été observé par des méthodes photométriques, c'est-à-dire en utilisant différents filtres de couleurs. Les données issues de telles observations pouvaient être imprécises, notamment en ce qui concerne la valeur exacte du décalage vers le rouge. Les observations réalisées à l'aide du grand réseau millimétrique de l'Atacama ont montré que la galaxie présente effectivement un décalage vers le rouge. Mais sa valeur est d'environ 13. La masse de GLZ 13 est d'1 milliard de masses solaires. Cela va à l'encontre des modèles généralement acceptés de formation des étoiles. Si toutes les composantes disponibles participaient à la formation des étoiles, la taille de cette galaxie ne serait pas aussi énorme à un stade aussi précoce. Même si l'on suppose que les étoiles se formaient aussi rapidement et augmentaient ainsi leur masse de façon fulgurante, pourquoi ne voyons-nous pas un phénomène similaire dans les galaxies actuelles ? Il est assez difficile de justifier cela logiquement en se basant sur le modèle cosmologique lambda CDM communément accepté. Comme vous pouvez le voir, ici lambda représente l'énergie sombre et CDM désigne la matière noire froide. Les scientifiques tentent d'expliquer les données obtenues par James Webb à l'aide de l'un des modèles cosmologiques. Par exemple, avec le modèle lambda CDM. Certains chercheurs affirment que l'accumulation de masse énorme lors de la formation des étoiles est caractéristique précisément de l'univers primitif. La pression du gaz et la température sont à un niveau élevé. Ces facteurs influencent la manière dont les étoiles se forment. Il existe une hypothèse selon laquelle les champs magnétiques se sont formés plus tôt que prévu, et c'est précisément sous leur influence que le mouvement des particules s'est accéléré, ce qui a conduit à une formation stellaire aussi efficace. Les chercheurs ont également une autre hypothèse. Il est tout à fait possible que la luminosité des galaxies soit aussi élevée parce qu'au premier stade de l'univers, la quantité de poussière cosmique était minimale. Les données de James Webb peuvent également être intégrées dans l'idée assez controversée de la dynamique newtonienne modifiée. Selon ce modèle, la matière noire n'existe pas. Et les traces probables de son existence peuvent être expliquées par des oscillations gravitationnelles. Il y a des éléments dans les observations de Webb qui peuvent être expliqués par ce modèle et non par le modèle lambda CDM. Bien que le télescope ait détecté des galaxies dont l'existence contredit les modèles cosmologiques généralement acceptés, cela ne remet pas en cause la théorie du Big Bang. Cette théorie a été élaborée sur la base d'un grand nombre d'observations. Nous ne pouvons pas simplement les ignorer. Par exemple, le Big Bang nous aide à connaître la quantité de chaque élément qui se trouvait dans l'univers à ses premiers stades. Lorsqu'on étudie les vieilles galaxies, la quantité de chaque élément qu'elles contiennent est comparée à la théorie du Big Bang. Le modèle du Big Bang est également compatible avec le décalage vers le rouge observé dans les galaxies plus lointaines. Lorsque la lumière des galaxies lointaines atteint la Terre, nous constatons qu'elle est fortement étirée. Sa couleur rouge est plus intense qu'elle ne devrait l'être. C'est le résultat de l'éloignement des galaxies par rapport à nous. D'après de nombreuses observations, nous pouvons conclure que dans l'univers, pratiquement tous les objets s'éloignent les uns des autres. Au premier stade de l'univers, tout était beaucoup plus proche.
C'est ce que dit aussi la théorie du Big Bang. La preuve la plus convaincante de cela est le fond diffus cosmologique, qui s'est formé après le Big Bang. La théorie à son sujet a été formulée en 1948 et il a été découvert en 1965. Ce que James Webb a découvert au-delà de notre galaxie prouve que les théories communément admises doivent être vérifiées. Le programme Cosmos Webb doit bientôt commencer. On suppose qu'avec ce programme, nous verrons un plus grand nombre de galaxies primitives grâce à l'élargissement de la zone d'observation. Ainsi, nous obtiendrons une base d'observation plus large, ce qui nous aidera à perfectionner les modèles établis de formation des étoiles. James Webb peut radicalement changer l'histoire. La vision humaine n'est pas d'une grande aide pour étudier des mondes lointains. C'est pourquoi, depuis des siècles, les inventeurs terrestres ont créé des longues vues et des télescopes dont les oculaires, défiant d'immenses distances, nous ont aidés à pénétrer les profondeurs de l'univers. Avec le temps, le progrès scientifique a permis d'envoyer sur les surfaces des planètes du système solaire des appareils équipés de caméras. Grâce à eux, nous avons pu voir de nos propres yeux des cratères mystérieux, des vallées inexplorées, des falaises austères et d'autres détails des paysages extraterrestres. Mars est le favori en matière de recherche. Il a reçu le plus grand nombre de visiteurs terrestres. Qu'ont-ils vu sur cette planète désertique, sombre, mais tellement attirante ? Voici un collage unique de photos martiennes tirées des catalogues de différentes missions ayant déjà visité ce corps céleste rocheux. Commençons par les structures titanesques. Cette photo a été assemblée à partir de dizaines d'images prises par la caméra MAST de Curiosity. Elle a été prise au 1931e sol en janvier 2018. Le mont Sharp se dresse au centre du cratère Gale, dont le diamètre est de 96 miles. Voulez-vous jeter un œil à Mars à une échelle microscopique ? Avec plaisir. Sur cette photo, on voit une roche martienne à fine couche qui comprend de minuscules protubérances en forme de cristaux ainsi que des veines minérales avec des matériaux clairs et foncés. Et dans ce cas, il est montré comment isoler ce que l'on recherche à l'aide des outils standards proposés par l'équipement scientifique des sondes. L'image montre comment l'utilisation de filtres spéciaux disponibles sur la caméra du mât du rover Curiosity aide à révéler la présence de certains minéraux dans les roches ciblées. L'image est un ensemble de photos prises à travers 3 filtres, choisis pour que l'hématite, un minéral d'oxyde de fer, apparaisse en violet très prononcé. Voici le rover Curiosity en train d'effectuer des tests le 17 octobre 2017 dans le cadre du développement par l'équipe d'une nouvelle méthode d'utilisation de la foreuse du rover. Cette image montre que la foreuse touche le sol pendant l'évaluation des mesures par le capteur sur le bras du robot. Sur cette image, Vera Rubin Ridge, prise par l'instrument ChemCam du rover, on peut voir des couches sédimentaires, des veines minérales et les effets de l'érosion éolienne. Les paysages martiens sont un sujet inépuisable pour les caméras des sondes spatiales. Voici par exemple une vue sur la crête Vera Rubin depuis le bas, prise au sol, 1734. Cet endroit a été désigné pour le rover Curiosity bien avant que l'appareil n'atterrisse en 2012. Et voici un autre angle de la crête Vera Rubin sur le mont Sharp. La structure est située juste au-dessus des roches rougeâtres de la formation Murray. Sur cette photo, on voit une colline sombre appelée colline Irison qui s'élève d'environ 5 mètres au-dessus des matériaux rouges stratifiés et exposés qui recouvrent les pentes de le mont Sharp. Voici une carte indiquant l'itinéraire parcouru par le rover Curiosity, depuis l'endroit où il a atterri en août 2012 jusqu'à sa position en juillet 2017. Sol 1750 ainsi que l'itinéraire prévu vers des couches géologiques supplémentaires du mont Sharp. Vous croyez qu'il n'y a pas de Barkhans sur Mars comme sur Terre? Détrompez-vous. Admirez Nathan Bridges,
Une dune sur une montagne martienne. C'était l'un des arrêts de recherche de la campagne d'étude des dunes martiennes actives. Bridges 1966-2017 a aidé à diriger cette mission. Et encore un panorama avec une dune linéaire active dans le cratère Gale. Et voici les textures que le rover Curiosity a étudiées sur la dune martienne. Cette image montre deux échelles de Reid. Rédacteur. La planète rouge a aussi ses propres tourbillons uniques. Les diables de poussière dansent dans une séquence d'images prises le 12 février 2017. Un diable de poussière passe près d'une dune de sable martienne. Admirez un diable de poussière martien dans le cratère Gale, sol 1597. Cette paire d'images montre les effets survenus en une seule journée martienne. La photo illustre le vent de sable soufflant sous le châssis du rover. Et cette photo nous ramène dans le passé ancien de Mars. Ce réseau de petits polygones à la surface de la roche martienne, près du bord droit, s'est probablement formé à la suite de fissures dans la vase en train de sécher il y a plus de 3 milliards d'années. Et au premier plan, on peut voir des pierres aux teintes pourpres près de l'emplacement du rover à la fin de l'année 2016 sur le mont Sharp. Voulez-vous jeter un coup d'œil à la météorite de fer-nickel frappée par le laser du rover le 30 octobre 2016 ? Il convient de noter que la pierre sombre à la surface lisse a été minutieusement étudiée à l'aide d'impulsions laser et confirmée comme une météorite de fer-nickel. Voici un panorama à 360 degrés du rover sur Mars. Voilà à quoi ressemble notre sombre voisin. Ce selfie du rover martien montre le véhicule à l'endroit du forage Kela dans la région de Murray Butte, sur le mont Sharp. Et sur cette photo, le moment de vérité est immortalisé. Le graphique montre les endroits où le rover a prélevé ses 18 premiers échantillons de roches et de sol pour analyse par les instruments de laboratoire. La butte M9A à Murray Butte sur Mars. Le sommet de la colline dans cette scène prise par la caméra du mât se trouve à environ 5 mètres au-dessus du rover et à 25 mètres au sud-est de celui-ci. Voulez-vous voir des photos de la série Adieu à Murray Butte ? Les voici. Sur cette photo, on peut voir une colline exposée avec des roches stratifiées dans la région de Murray Butte sur le mont Sharp. Après avoir examiné toutes les photos proposées, une personne qui n'a jamais visité Mars pourra se faire une idée approximative des paysages qui attendent les colons ayant osé s'installer sur la planète rouge. Un paysage pas très accueillant, n'est-ce pas? Et la météo n'est pas réjouissante non plus. Il n'y a qu'une chose qui console. Peut-être que dans des millénaires, nous réussirons à terraformer notre voisin poussiéreux, le transformant en un clone de la Terre. Alors, tant que cela n'est pas arrivé, dépêchez-vous de profiter des paysages martiens authentiques. À quoi associez-vous l'Inde? Question surprenante sur une chaîne dédiée à l'espace, non? Mais ce n'est vrai qu'à première vue. Pour beaucoup, l'Inde, c'est l'état libre et décontracté de Goa, avec son océan Indien doux et ses hippies éternellement enivrés. Pour les plus jeunes, ce sont les histoires de Kipling sur Mowgli et Rikki Tikki Tavi, tandis que les anciens, essuyant une larme discrète, se souviennent du chant bouleversant du film Zita et Gita. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'Inde dans un tout autre contexte. Il s'avère que le pays des éléphants et des vaches sacrées est devenu le seul État sur la planète à avoir envoyé vers Mars la mission interplanétaire la moins chère de toute l'histoire de la conquête spatiale. Au moment où je prononce cette phrase, quelque part Elon Musk est un peu triste.
Le gouvernement indien a investi 125 crores de roupies dans le développement de l'appareil, ce qui équivaut à 23 millions de dollars. Au total, le projet a coûté environ 74 millions de dollars américains et a été réalisé en seulement 15 mois, échec et mat, à l'Europe et à l'Amérique. Mangalyaan. Le nom de la sonde indienne qui fonctionne avec succès en orbite autour de la planète rouge depuis le 24 septembre 2014. Mangalyaan signifie sonde martienne. Il est évident que les Indiens n'ont pas voulu se compliquer la vie avec le nom de l'appareil. Incroyable, mais la Mars Orbiter Mission, c'est le nom international de Mangalyaan, a encore battu un record. Il fait partie des rares engins à avoir rejoint l'orbite martienne dès la première tentative. Avant cela, seule l'Agence spatiale européenne avait réussi un tel exploit. En fait, la planète rouge est réputée pour sa perfidie bien connue. Presque toutes les sondes, qu'elles soient à sa surface ou en orbite comme satellite artificiel, subissent régulièrement des échecs. Mais pas Orbiter. Il collecte toujours des données sur la planète et a déjà transmis de nombreuses images impressionnantes de Mars sur Terre. Mais parlons d'abord de la sonde elle-même. Mangalyaan, c'est 1337 kg d'équipement utile et de carburant. Plus de 850 kg de cette masse sont consacrés au carburant, tandis que le poids des instruments est insignifiant, seulement environ 15 kg. L'appareil est équipé d'un moteur à carburant liquide, de panneaux solaires, ainsi que d'une série de gadgets nécessaires à la réalisation des objectifs assignés à cette mission. En voici quelques-uns, le MSM, un spectromètre, pour déterminer la concentration de méthane dans l'atmosphère de Mars. Comme on le sait, sa présence témoigne de la possibilité de la vie organique sur un corps céleste. L'EP, un photomètre de 2 kg qui est destiné à évaluer les pertes d'hydrogène par l'atmosphère de la planète rouge. MENCO est un instrument relativement volumineux qui étudie la partie la plus ténue de l'atmosphère martienne, l'exosphère. TIAS est un thermomètre infrarouge qui aide à cartographier Mars et son sous-sol. MSS est une caméra optique couleur équipée de nombreux filtres. C'est grâce à elle que les astronomes terrestres obtiennent des images aussi détaillées et nettes. Compte tenu de la charge utile de Mangalyaan, on peut déterminer les objectifs que la sonde poursuivait en orbite autour de la planète rouge. Tout d'abord, l'appareil étudiait les couches atmosphériques de Mars et sa composition minéralogique. De plus, l'orbiteur a examiné en détail les caractéristiques de la surface martienne. Et toutes ces tâches, la sonde indienne les a accomplies avec brio. Il convient de noter que la présence d'un ordinateur de bord avancé, j'ai encore du mal à y croire tellement c'est impressionnant, a transformé Mangalyaan en une station interplanétaire autonome capable de résoudre la plupart des problèmes par elle-même. Alors, qu'a vu la sonde sur Mars ? Il a réussi à observer beaucoup de choses que même les célèbres appareils de la NASA n'ont pas pu observer. Commençons par le début. Sur la photo indiquée, c'est le cratère Pital. Ce cratère de 40 km se trouve dans le canyon Hafir, nommé d'après un pays fabuleusement riche, rempli d'or et de pierres précieuses. Mais la région martienne portant ce nom ne se distingue pas par son luxe. Ce n'est qu'une zone désertique et rocheuse d'une immense cicatrice sur le corps de la planète, la vallée de Mariner. Le canyon Hafir, qui fait partie du gigantesque réseau de cratères et de ravins, a été photographié par l'orbiteur à une distance de 1857 km. Et sur la photo, on voit clairement à quel point ces parois sont abruptes et escarpées. La profondeur de l'objet est d'environ 10 km et sa longueur dépasse 300 km. La vallée Mariner elle-même a également été immortalisée sur les photos de Mangalyaan. Ce système complexe de labyrinthes et de cratères s'étend sur 4500 km, ce qui représente un quart de la circonférence de Mars. La largeur du canyon titanesque est de 600 km et sa profondeur atteint 11 km. En fait, c'est une fosse des Mariannes terrestre. Cette image montre une projection 3D de la vallée de Mariner. L'appareil a également pu observer d'impressionnants cratères martiens, comme
comme l'énorme cratère d'impact situé près de Huygens. 467 км. Des fosses anciennes de 467 km formées ici il y a des temps immémoriaux. La caméra de l'orbiteur a également capturé les cratères Gale et Coma Solo. Le portrait de notre voisin poussiéreux serait incomplet si la sonde n'avait pas envoyé sur Terre une image de la plus haute montagne du système solaire, le Grand Olympe. Sur cette photo, il est difficile de distinguer les détails et d'imaginer la véritable échelle de la montagne. Mais remarquez que, comparé à elle, les falaises voisines semblent n'être que de pâles collines. Sur la photo en 3 dimensions, la puissance de l'Olympe se ressent beaucoup plus clairement. Cette montagne martienne est un volcan éteint depuis longtemps, dont la hauteur atteint 26 km depuis sa base. Si on le compare aux plus grands volcans terrestres, cela donne le vertige. Son diamètre est de 540 km. Toutes les régions de la Terre ne peuvent pas se vanter de telles dimensions. La seule caldeira atteint 85 km. Au sommet de l'Olympe, il n'y a pratiquement pas d'atmosphère. C'est un vide technique et la pression n'est que de 2% de celle de la surface. À titre de comparaison, sur l'Everest, ce chiffre atteint près de 25%. Mais tournons-nous vers des objets qui paraissent plus petits face à tant de diversité. Par exemple, la sonde Mangalyaan a réussi à capturer un moment unique où le minuscule Phobos passe devant le géant Mars. On ne peut nier que cet arrière-plan est digne de ce petit caillou. Et voici une autre photo remarquable, le volcan bouclier Arsia. Le diamètre de cette montagne, située au sud-ouest de l'Olympe, est de 435 km et sa hauteur est à peine inférieure à celle du Rocher des Dieux, 19 km. De plus, la caldeira d'Arsia est encore plus vaste. Sa largeur atteint 110 km. On pense que la montagne est criblée de grottes, apparues après d'importants éboulements. D'ailleurs, voici la même Arsia, mais cette fois-ci entourée de nuages de vapeur d'eau. Est-ce que l'orbiteur n'a photographié que des détails de la planète tout ce temps, sans jamais la prendre en photo entièrement? Bien sûr, il existe aussi des portraits complets de Mars. Ici, on distingue clairement la calotte glaciaire de l'astre, nichée sur l'un des pôles. Et sur cette photo, on peut observer l'atmosphère de la planète. Mais tout finit un jour. Nous quittons la mission indienne qui a clairement prouvé que l'Europe et les États-Unis ne sont pas les seuls à avoir de la ressource. Si l'un d'entre vous s'est demandé pourquoi une sonde était nécessaire à un pays pauvre, submergé par les déchets, écoutez les paroles de l'un des responsables indiens. Nous entendons souvent l'argument selon lequel un pays pauvre n'a pas besoin d'un programme spatial et ne peut pas se le permettre. Mais si nous n'osions pas rêver de grandeur, nous resterions une nation qui coupe du bois et puise de l'eau. L'Inde est aujourd'hui trop grande pour rester à la traîne des hautes technologies. Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps vous aimeriez vivre? 80 ans? 90? 120? Plus longtemps? Allez-vous changer d'avis une fois que vous aurez atteint cet âge? Il y a 50 000 ans, la plupart des gens mouraient jeunes. Grâce à une meilleure utilisation des ressources et au progrès de la médecine, la situation s'est améliorée. Aujourd'hui, les gens vivent plus longtemps et en meilleure santé que jamais auparavant. Mais tout cela a des conséquences imprévues. Nous passons une part de plus en plus grande de notre vie à être malades et à avoir besoin de soins. La plupart d'entre nous mourront dans un lit d'hôpital, ce qui est déjà déprimant en soi. Mais nous voyons aussi cela arriver à ceux qui nous sont chers. Cependant, il est peut-être possible d'arrêter cela pour toujours. La méthode la plus efficace pour traiter une maladie est de la prévenir.
On peut sauver beaucoup plus de vies en convainquant des millions de personnes d'arrêter de fumer qu'en créant un meilleur traitement contre le cancer. Pourquoi ne pas éliminer la cause de toutes les maladies et du vieillissement? Le vieillissement est dû à la physique, pas à la biologie. Pensez à une voiture. Les pièces s'usent à cause de la friction. Les pièces métalliques rouillent. Les filtres se bouchent, le caoutchouc se fissure. Nos corps s'usent à cause de milliers de milliards de minuscules processus physiques, l'oxygène, le rayonnement solaire, le métabolisme. Nos corps disposent de nombreux mécanismes pour réparer ces dommages, mais avec le temps, ils deviennent moins efficaces. C'est pourquoi nos os et nos muscles s'affaiblissent, la peau se ride et le système immunitaire devient plus faible. Nous perdons notre mémoire et nos sens s'affaiblissent. Il n'existe pas de notion de mort de vieillesse. Nous mourrons tous suite à la défaillance d'un organe vital. Plus nous vieillissons, plus nous devenons fragiles et endommagés, jusqu'à ce qu'une ou plusieurs maladies finissent par nous tuer. À l'insu de la plupart d'entre nous, la recherche sur la prolongation de la vie a fait des progrès sans précédent ces dernières années. Nous commençons à comprendre les mécanismes du vieillissement et les algorithmes pour les contrôler. Le vieillissement n'est pas un processus mystique, ni quelque chose que nous pouvons éviter d'une manière ou d'une autre. Il est possible que l'humanité parvienne à stopper le développement de la vieillesse, c'est-à-dire à en retarder l'apparition. Nous allons maintenant essayer d'examiner ce phénomène d'un point de vue scientifique. Dans une autre vidéo, nous verrons comment les scientifiques tentent de retarder la vieillesse. La première question à laquelle il faut répondre est à la suivante. Faut-il vraiment arrêter le processus de vieillissement? Et est-ce vraiment une bonne idée? Prolonger la vie ou mettre fin au vieillissement causera certains inconforts à un grand nombre de personnes. Chaque personne naît et passe progressivement par toutes les étapes de la vie. L'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse et la mort. Cela a toujours été vu comme le processus le plus naturel dans l'histoire de l'humanité. Le vieillissement est donc un processus logique et positif, n'est-ce pas? Nous aimons l'idée de vivre assez pour expérimenter toutes les nuances de la vieillesse. Ce sont les soi-disant années dorées. Mais la réalité n'est pas aussi prosaïque. Beaucoup souhaitent l'arrivée de cette période de vieillesse, mais personne ne veut se sentir vieux. Prenons par exemple le mythe grec de Titon. Titon était l'amant de la déesse Éos, et c'était probablement un homme étonnamment jeune, car la déesse s'est adressée à Zeus pour demander l'immortalité pour ce garçon. La déesse voulait passer l'éternité avec lui. Mais Éos a oublié de demander une autre chose à Zeus, la jeunesse éternelle. Zeus a offert l'immortalité à Titon, mais celui-ci a vieilli sans pouvoir mourir. Après des siècles, Typhon est devenu si vieux et desséché qu'il a fini réduit à la taille d'un raisin, impuissant à jamais. Depuis ces temps anciens, les gens craignaient déjà la notion de vieillesse éternelle. En fait, la fin de la vieillesse ne signifie pas que l'homme doit devenir de plus en plus faible. Si l'on arrête le processus de vieillissement à un âge avancé, il sera déjà trop tard. Par exemple, une personne qui a réussi à arrêter le processus de vieillissement à 90 ans mourra de toute façon dans les prochaines années. Son organisme a déjà subi de nombreux dégâts et il n'aura tout simplement pas assez de capacité physique ni de ressources pour se rétablir. À un âge avancé, il y a plus de risques de contracter des maladies graves. Selon les scientifiques, prolonger la vie implique aussi de retarder la survenue des maladies. Par conséquent, on observe la disparition d'une limite fixe au prolongement de la vie. Personne ne peut dire avec certitude jusqu'où il est possible de prolonger la vie au maximum. Il est possible que l'on puisse atteindre une longévité allant jusqu'à 120 ans. Et peut-être que l'humanité parviendra à vaincre complètement la vieillesse et la mort et pourra se débarrasser totalement de toutes les maladies. Actuellement, il est difficile d'évaluer toutes les possibilités de l'humanité. Oui, il est possible d'atteindre l'immortalité totale. Mais l'humanité en a-t-elle vraiment besoin? En réalité, la prolongation de la vie est simplement une autre expression médicale. Toutes les actions des médecins visent à prolonger la vie et à minimiser la souffrance. L'essentiel des ressources du secteur de la santé est dédié aux effets du vieillissement. La majeure partie des ressources d'une personne au cours de sa vie est consacrée aux soins de santé, la moitié étant dépensée pendant la vieillesse et environ un tiers des ressources à l'âge mûr. Actuellement, de nombreux essais médicaux sont en cours visant à prolonger la vie grâce à des méthodes médicales.
Mais cela ne montre pour l'instant aucune efficacité. Toutes les tentatives de prévenir ou d'arrêter les processus de vieillissement sont aussi naturelles que la transplantation d'organes, l'utilisation de vaccins, d'antibiotiques ou le traitement du cancer par chimiothérapie. De nos jours, tout ce qui semble à première vue contre nature est considéré comme normal. Nous avons appris à profiter d'un niveau de vie élevé et à aspirer à plus. Mais la plupart des gens commencent à penser à prévenir la vieillesse quand il est déjà trop tard, quand la machine est déjà cassée. Nous consacrons généralement la plupart de nos ressources à réparer ce qui est cassé, au lieu de prévenir les pannes plus tôt, plus efficacement et à moindre coût. Les projets de prolongation de la vie sont encore perçus comme quelque chose de présomptueux. Beaucoup de gens sont convaincus qu'après avoir atteint un certain âge, ils voudront mourir, et l'idée de l'abolition totale de la mort les effraie beaucoup. La fin du vieillissement biologique n'est en aucun cas la fin de la mort. C'est comme un jeu d'enfant le soir, quand on voulait prolonger le jeu et retarder la tombée de la nuit. La conversation sur le jeu éternel cesse quand l'organisme ressent de la fatigue et qu'on n'a plus envie de jouer. Si l'on pouvait imaginer un monde sans maladie, sans vieillesse et sans mort, comment cela nous affecterait-il dans 100 ou 200 ans? Si nous savions que nous vivrions plus longtemps, prendrions-nous mieux soin de la planète? Si l'on pouvait travailler pendant 150 ans, combien de temps pourrait-on consacrer à la recherche de sa passion? Combien d'années pourrait-on consacrer à apprendre, fonder une famille, etc. Cette pression sociale et ce stress que ressent une personne sur deux dans le monde disparaîtraient-ils? Ou cela deviendrait-il pire? Je vais poser la question encore une fois. Si vous pouviez choisir le nombre d'années à vivre en bonne santé avec famille et amis, que répondriez-vous? Quel est l'avenir idéal pour vous? Votre avenir dépend directement de vos pensées et de vos actions.